Quand Houzini prend la parole, il ne tourne pas autour du pot, selon lui. Le Magzen n'a ni l'audace ni la préparation nécessaire pour confronter les dossiers brûlants du Sahara oriental ou de Gara Djebilet devant une cour de justice. Ce propos, relayé par Winnie, figure discrète, mais redoutée dans les sphères stratégiques marocaines, sonne comme une claque cinglante à tous les artifices rhétoriques que les médias proches du pouvoir s'acharnent à faire passer pour des vérités. En une phrase, Winnie fait exploser la bulle de prétention narrative du régime, exposant l'écart béant entre le storytelling officiel et la réalité juridico-politique. En tête de cortège, des amplificateurs officiels du régime, on retrouve les inséparables Manar Silmi et Snipe, une véritable chorale médiatique réglée au millimètre qui chante sur la partition dictée directement par Houzini. Le mot d'ordre est limpide, qu'il se taise. Une consigne qui, derrière sa formule diplomatique, cache une évidence gênante. Le Maroc ne souhaite en aucun cas rouvrir le débat explosif sur les frontières algériennes. Rideau sur le sujet. Et pour cause, les faits aussi implacables qu'inconfortables pointent sans détour la finesse juridique, la cohérence politique et la vision à long terme de l'Algérie dans la gestion des dossiers frontaliers aussi bien bilatéraux que régionaux. De l'autre côté, le Magzen réduit au mutisme semble à court de munitions juridiques. Ce mutisme, loin d'être un choix stratégique ou un calcul de prudence, ressemble davantage à un aveu d'impuissance. Un silence qui pèse lourd. D'après les propos de Houzini, 2 zones d'ombre majeures restent soigneusement évitées par le Magzen devant les instances judiciaires internationales. Premièrement, la question explosive du tracé frontalier, directement liée au fameux accord franco-algérien de 1972. Deuxièmement, le dossier, tout aussi sensible, de l'exploitation partagée de la mine de fer de Gara Djebilet, que certains classements placent parmi les 3 plus vastes réserves mondiales. 2 mines à retardement. Sur la question des frontières, il est bon de rappeler que Rabat reconnaît du moins en façade les textes juridiques internationaux et les traités ratifiés. Il n'y a qu'à regarder l'histoire. En 1972, Feu Hassan II a posé sa signature à côté de celle du président Boumedienne, scellant ainsi un accord frontalier entre les 2 pays. Mais la véritable énigme réside ailleurs, alors qu'Alger, vu du Maroc, s'est empressé de faire adopter l'accord par son parlement. Dès 1973 ou 1974, le royaume lui a traîné des pieds. Cette lenteur chronique dans la ratification révèle non seulement des hésitations politiques, mais surtout une incapacité historique à aller au bout des engagements. Le Maroc temporise, mais le droit international, lui, ne l'attend pas. Le royaume chérifien, loin de valider rapidement l'accord frontalier, l'a laissé prendre la poussière pendant près de 20 ans. Ce n'est qu'en 1992 que Hassan II, presque à reculons, s'est décidé à le soumettre au Parlement. Une décision prise dans un contexte d'extrême fragilité. 16 années de conflit avec le Front Polisario venaient à peine de s'achever avec un cessez-le-feu en 1991. Le Maroc, acculé par l'histoire et affaibli par les circonstances, s'est vu contraint de clôturer un dossier qu'il avait lui-même contribué à enliser. Face à cette procrastination royale, Alger adopta une posture aux antipodes, rapide, claire, alignée sur le droit international. Mais cela n'a pas empêché certains responsables marocains comme Benkiran d'essayer de réécrire le passé en contestant l'existence même de la ratification. Dans la même veine, des analystes comme Ahmed Noureddine ont tenté de discréditer l'accord de 1972 en invoquant la présence du général Oufkir qu'ils associent à une tentative de putsch, espérant ainsi faire passer l'acte diplomatique pour une fausse manœuvre. Une pirouette juridique peu convaincante. Mais voilà, sur le terrain juridique, la messe est dite. Comme le rappelle l'intervenant, l'accord en question
a bel et bien été entériné, publié noir sur blanc dans le journal officiel, avec en prime les signatures explicites de Hassan II et de Boumedienne en tête de préambule. Autant dire que tous les efforts marocains pour en contester la légitimité tombent à plat. Pour l'Algérie, la frontière n'est plus un débat, c'est un acquis solide gravé dans le marbre du droit. Quant au Maroc, il est resté les mains vides, sans le moindre texte juridique pour plaider sa cause. Encore plus sensible que le tracé des frontières, le dossier de Gara-Gébilette fait office de point d'orgue dans l'imbroglio. Classé parmi les plus grandes réserves de fer de la planète, ce gisement fait rêver et grincer des dents. Rabat soutient qu'il existait un accord parallèle prévoyant une société mixte pour exploiter le site pendant 3 décennies, condition sine qua non, selon lui, de la reconnaissance de la frontière. À l'appui de cette thèse, l'idée que la mine appartiendrait historiquement au Maroc, car située sur un territoire supposément anciennement marocain, et que cette exploitation conjointe devait, soi-disant, symboliser une intégration régionale en devenir. Dans la version marocaine de l'histoire, l'accord sur l'exploitation minière ferait corps avec celui sur le tracé des frontières, comme 2 faces d'une même médaille. Mais côté algérien, la réponse est tranchante, aucun lien juridique entre les deux. Le projet de société conjointe, jamais né. Et résultat, un accord vidé de sa substance, sans effet, sans acte. Si une entreprise avait bel et bien vu le jour, Rabat aurait pu s'y accrocher. Mais puisque rien n'a été concrétisé, le texte reste un document mort-né, juridiquement inutile. Et pendant que le Maroc s'interroge encore sur ses arguments, Alger passe à l'action. L'exploitation du site de Gara-Gébilette vient d'être lancée officiellement de manière unilatérale. Pour l'intervenant, c'est plus qu'une avancée économique, c'est une claque symbolique administrée à Rabat. Car même si l'ancien accord figure encore dans les archives, le Maroc reste impuissant, incapable de faire le moindre pas vers une procédure d'arbitrage. Un aveu d'impuissance limpide. Et les choses ne vont pas changer de sitôt. D'après l'intervenant, l'Algérie a définitivement tourné la page, aucune société commune ne verra le jour, aucun dialogue n'est envisagé. La frontière est fermée, les robinets de gaz aussi. Le contexte est celui d'une rupture froide sans retour en arrière possible. Seule constante la ligne de démarcation telle que reconnue et assumée par Alger. Le reste classé sans suite. Ce silence lourd qui enveloppe le Magzen n'a rien d'une posture stratégique ou d'une retenue calculée. Il traduit une impuissance bien réelle, et l'histoire juridique du royaume le confirme sans détour. À plusieurs reprises, des entreprises étrangères ont traîné Rabat devant des instances d'arbitrage et ont gagné. Une société espagnole a empoché plusieurs centaines de millions d'euros, et la société saoudienne Samir n'est pas en reste. Ces précédents ne laissent aucun doute, le Maroc redoute la scène judiciaire internationale. Alors s'il n'a pas réussi à tenir tête à des sociétés privées, comment espérer affronter un État comme l'Algérie ? Toute la rhétorique sur le Sahara oriental, Tindouf, le Grand Maroc, ou encore Oued Draha, n'est qu'un écran de fumée médiatique. Ouzini lui tranche avec lucidité. Selon lui, il est temps de clore ce chapitre, surtout depuis que Rabat s'est autoproclamé vainqueur du conflit au Sahara occidental. Un triomphalisme fragile. Pour Ouzini, la ligne est claire, le Magzen refuse d'ouvrir une boîte de Pandore qu'il ne saurait refermer. 2 sujets seulement restent en suspens, l'Arja, dont Rabat n'a jamais officiellement parlé, et Gara-Gébilette. Quant à Hilal et Bourita, leur silence n'est pas celui des sages, mais celui de ceux qui n'ont rien à dire. Pire encore, pendant que les langues se taisent sur Gara-Gébilette, le régime joue la carte kabyle, alimentant des mouvements séparatistes en Algérie.
Une stratégie qui en dit long sur son désarroi et ses limites. L'Algérie, elle a cessé de tergiverser. En fermant les frontières, en coupant les flux de gaz, en lançant seule l'exploitation de ses gisements, elle a imposé sa vision sans détour. Dans ce climat glacial, toute idée de coopération industrielle est morte-née. Ce que prouve la situation qu'Alger avance imperturbable malgré les gesticulations marocaines. Sa position ne vacille pas. Elle se renforce, déjà empêtrée dans un enchevêtrement de tensions internes et de pressions extérieures. Le Maroc n'a aucune envie de rallumer de nouveaux foyers de confrontation. C'est en tout cas la ligne que Ouzini impose silence radio aux chroniqueurs du régime fin des gesticulations médiatiques. Car au fond, le Magzen le sait trop bien, chaque geste impulsif pourrait se retourner contre lui devant les juridictions internationales où les mots ne suffisent plus. Dans ce jeu, il n'a rien à gagner et tout à perdre. Pendant que Rabat patauge dans ses contradictions, Alger trace sa route avec assurance, ses frontières sont verrouillées, ses ressources mises en valeur, sa souveraineté affirmée sans détour. Dans un contexte aussi délicat, où la moindre faille frontalière pourrait déstabiliser l'équilibre régional, le Maroc se présente comme un acteur juridiquement fragilisé et stratégiquement désorienté. Au fond, le problème ne tient pas seulement à un manque de levier juridique face à l'Algérie. Ce que révèle l'analyse, c'est une crise bien plus profonde, une panne de pilotage politique, un vide de direction. Pendant des décennies, Rabat a misé sur les effets de manche médiatique et la mise en scène narrative pour éviter les vraies négociations. Mais cette stratégie d'évitement est aujourd'hui à bout de souffle. L'enrobage verbal ne cache plus l'absence d'action concrète. Les effets d'annonce et les slogans martelés à l'antenne ne suffisent plus à camoufler les fissures internes du régime. Incapables de transformer leur chimère territoriale en projet concret, les artisans de la propagande creusent encore davantage le gouffre entre une rhétorique populiste, dopée par les chaînes officielles, et la dure réalité d'un État démuni. En face, un voisin structuré, constant dans ses positions riches, d'une diplomatie méthodique et d'un appareil politico-militaire redoutablement cohérent. Dans ce contexte tendu, l'Algérie ne se contente pas d'exister en tant que puissance régionale, elle redéfinit les règles du jeu. Son exploitation unilatérale de Garage et Billette va bien au-delà d'un simple projet minier. C'est un geste fort, un acte souverain, qui affirme sans équivoque sa maîtrise du territoire. En refusant de céder à l'agitation médiatique ou aux turbulences géopolitiques, Alger inscrit sa décision dans la durée et ancre sa souveraineté dans l'action, pas dans le discours. En choisissant d'agir sans demander d'avis ni offrir de contrepartie, Alger a clairement tourné la page de la diplomatie de compromis. Désormais, elle assume pleinement une stratégie d'autorité souveraine où chaque centimètre de son territoire et chaque parcelle de ses ressources sont gérées sans appel. Hors de question pour elle de raviver un accord qu'elle considère périmé ou de tendre l'oreille à des revendications marocaines qu'elle juge reléguées au passé. L'Algérie n'administre plus, elle affirme. Dans ce décor, la grande narration autour du Maroc éternel du Grand Royaume et des droits ancestraux sur des terres frontalières s'effondre comme un château de sable. Car au-delà des discours enflammés, aucun acte diplomatique, aucune plainte formelle, aucun recours juridique n'est venu matérialiser ses ambitions sur le terrain institutionnel. Ce décalage criant entre le verbe et l'action est au cœur de l'effondrement stratégique du Magzen. Beaucoup de bruit, mais aucun dossier solide. En laissant ses porte-voix saturer l'espace médiatique, le Magzen s'est pris à son propre piège. Il a lancé une offensive narrative sans s'armer juridiquement. À l'opposé, l'Algérie a choisi le contre-pied, pas de vacarme inutile, juste une application discrète mais rigoureuse des traités signés, une exploitation méthodique de ses richesses et la patience stratégique
de laisser le droit faire son œuvre dans le temps. Parler peu, mais agir juste. Le contraste entre l'inertie marocaine et la fermeté algérienne dépasse largement la seule gestion des frontières ou des ressources minières. Ils s'incarnent pleinement dans leurs rapports respectifs au droit international. D'un côté, Rabat reste empêtré dans un flou volontaire à mi-chemin entre récits glorifiés du passé et revendications opportunistes. De l'autre, Alger avance avec méthode, engagement sans équivoque, refus catégorique de revenir sur ce qui est acté et clôture juridique nette des contentieux. Deux écoles diplomatiques, mais un seul sens de la cohérence. L'accord frontalier de 1972, en ce sens, incarne parfaitement cette maturité institutionnelle côté algérien. Ratifié sans attendre, publié officiellement, intégré aux cadres légaux, il contraste avec l'attentisme marocain, une signature royale qui ne produira ses premiers effets qu'après 2 décennies. Et encore, dans un climat d'échec militaire et de recul territorial. À ce jeu, l'Algérie n'a pas seulement respecté les formes, elle a raflé la légitimité historique, la rigueur procédurale et la constance stratégique. À force de gonfler ses rêves, à coups de récits grandiloquents, le Maroc s'est enfermé dans son propre labyrinthe. La fiction numérique du Grand Royaume, recyclée en boucle dans les talk-shows et portée par des commentateurs improvisés, n'accroche plus la réalité. Ce qui devait galvaniser les foules est devenu un boomerang. Ceux qui, hier encore, orchestrèrent ce théâtre nationaliste se retrouvent désormais soit discrédités par leurs propres exagérations, soit contraints de se retirer en silence, laissant le rideau tomber sur une pièce qui ne fait plus recette. Le constat est net, frontal, presque violent. La machine idéologique s'est enrayée. Elle ne produit plus que des pertes diplomatiques. Isole un peu plus le pays, détourne l'attention des vraies urgences intérieures et surtout ne convainc plus personne à l'international. Pire encore, elle érode la crédibilité du Maroc, qui apparaît désormais aux yeux des chancelleries et des forums multilatéraux comme un État revendicateur sans dossier juridique solide pour soutenir ses paroles. À contre-pied total du tumulte marocain, l'Algérie a déroulé une réponse diplomatique avec une précision chirurgicale. Fermeture des frontières, coupure nette, désapprovisionnement énergétique, suspension des canaux de dialogue, isolement bilatéral. Chaque étape a été pensée, planifiée, intégrée à une vision régionale d'ensemble. Rien d'impulsif, rien d'émotionnel. Ce n'est pas une réaction de colère, c'est une stratégie de reconfiguration géopolitique. Froide, calculée et assumée. En rompant volontairement avec les codes de la négociation traditionnelle et en plaçant l'acte souverain au cœur de sa doctrine, Alger a définitivement tourné la page d'une diplomatie sentimentale que Rabat tentait désespérément de ressusciter. Désormais, la puissance ne se lie plus dans les discours grandiloquents ni dans les vieilles cartes de l'histoire coloniale brandies à la télévision. Elle se mesure à la stabilité des institutions, à la capacité à exécuter ses décisions, à exploiter ses richesses et à faire d'un traité signé une réalité concrète sur le terrain. Face à ce basculement géopolitique, le Maghreb se retrouve contraint de revoir tout son vocabulaire diplomatique. Fini les fresques territoriales fantasmées, les mythes réchauffés et les ambitions symboliques, il doit désormais composer avec une réalité figée. Les frontières ne bougeront pas, les traités sont bel et bien verrouillés, les gisements passent sous gestion unilatérale. Et l'Algérie ne fera plus machine arrière. Ni pour renégocier, ni pour raviver une coopération énergétique enterrée, ni pour ressusciter l'idée d'une exploitation commune qui n'a jamais vu le jour. L'époque des accords conditionnels est morte. Celle du souverainisme minier s'est imposée comme la nouvelle règle du jeu, et cette mutation n'a rien d'un simple ajustement technique, c'est l'un des messages politiques les plus décisifs de la décennie maghrébine.
Désormais, les États ne négocient plus avec le passé, mais avec le droit. Plus avec les fantasmes, mais avec l'irrévocable. Une leçon que Husseini adresse sans détour à son propre camp. Lorsqu'une stratégie ne repose ni sur des fondations juridiques solides, ni sur des textes formels, ni sur des mécanismes de mise en œuvre clairs, elle finit inévitablement par s'évaporer dans le temps. Et c'est exactement ce qui est arrivé au Maroc. Ce n'est pas seulement le terrain légal qu'il a perdu, mais aussi, et surtout, la capacité de faire coïncider ces grandes déclarations avec des actions concrètes. Le verbe est resté, les actes se sont évanouis. Pendant ce temps, l'Algérie, sans élever la voix ni tomber dans la surenchère verbale, a avancé par le biais du droit et de la production des ratifications officielles et des actes souverains. Mine, traité, fermetures et constance, elle a aligné ses leviers avec une discipline froide. Le bilan est limpide. D'un côté, Alger a verrouillé tous les dossiers sensibles liés aux frontières. De l'autre, le Maroc se retrouve face à l'urgence de reconstruire sa diplomatie non plus sur des shows médiatiques, mais sur une véritable architecture institutionnelle. Ce basculement silencieux mais décisif redessine peu à peu la carte de la stabilité au Maghreb. Car une fois le brouillard des illusions dissipé, il ne reste que les États, capables de transformer leurs engagements diplomatiques en souveraineté tangible. L'Algérie a franchi ce cap. Le Maroc lui en paie désormais le prix entre recul stratégique et isolement diplomatique. Et dans cette atmosphère pesante où le Maghreb se voit forcé de faire taire ses relais médiatiques et d'abandonner ses fantasmes d'expansion territoriale, la région bascule vers une nouvelle ère. Celle d'un réalisme cru d'une réelle politique sans filtre, où seules les actions concrètes confèrent une vraie légitimité. Les cartes ne racontent plus des rêves impériaux, elles tracent désormais les lignes infranchissables de la souveraineté. Amen.